Du 13 au 15 novembre, Kinshasa accueille la 10e édition du Makutano. Mines et énergie, finance et tech, hydrocarbures, petites et moyennes industries, agribusiness et santé, industrie culturelle et sport. Plus de 2500 chefs d'entreprise. Le Makutano 10 vous souhaite la bienvenue. Édition spéciale en direct pendant tout le forum sur Top Congo FM. Honorable député national, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières, Monsieur le ministre des Hydrocarbures, Excellence, Monsieur les ambassadeurs, Madame, Messieurs, chers participants, bonjour. D'entrée de jeu, j'aimerais déjà présenter des excuses pour le retard avec lequel nous commençons ce panel. Et deuxièmement, je voulais vous souhaiter la bienvenue dans Makutano et puis dans ce panel où il sera essentiellement question des hydrocarbures sur toutes ses facettes. Quel sera le New Deal dans le secteur des hydrocarbures pour les 25 prochaines années? Telle est la question fondamentale que moi je soumets au débat, aux échanges qui seront organisés dans la première partie de cette journée. Mais avant, je tenais à vous rappeler que pendant que nous sommes ici, il se tient depuis quelques jours à Bakou la COP 29. Pendant que nous sommes ici, il y a la première ministre de la République démocratique du Congo qui est en train de vendre la RDC comme ce pays solution. Pendant que nous sommes ici, c'est vrai que certains n'arrivent pas à avoir une certaine lisibilité par rapport à l'appel d'offres, par rapport à l'annulation des appels d'offres concernant les blocs pétroliers. Et pendant que nous sommes ici encore, il y a quand même des lobbying au niveau des ONG environnementales qui ne veulent pas entendre de l'exploration, de l'exploitation des ressources pétrolières ici en République démocratique du Congo. Alors face à l'obligation de sauver la planète d'un côté et les Congolais qui meurent de faim, diront certains, d'un autre, parce qu'ils ne veulent pas, certains ne veulent pas que les Congolais puissent profiter des richesses dont regorge le sous-sol du pays. Comment concilier ces deux exigences? Et ça sera également l'autre thématique que nous allons développer tout au long de ces discussions. Encore une fois de plus, soyez le bienvenu dans ce panel qui sera simple, intense, interactif, où on vous donnera la parole, échanger, parce qu'à la fin, n'oubliez pas que nous sommes dans le New Deal. Il y a un partenariat qui doit être scellé, il y a des engagements qui doivent être pris. Alors, notre programme sera simple, intense. Nous aurons deux allocutions, celui du VPM en charge de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, mais aussi celui du ministre. Là, on me dit que le VPM ne va pas parler, mais il va quand même assister. Il y aura juste un mot du ministre des Hydrocarbures et juste après, on passera au panel. Mais avant... Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, monsieur le secrétaire général de l'APO, messieurs les représentants de la FEC, mesdames et messieurs les directeurs généraux des entreprises, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. C'est pour moi un immense plaisir et un grand honneur de profiter de cette tribune exceptionnelle de la 10e édition du Forum Makutano pour lancer une réflexion concertée sur l'état des lieux et les perspectives de développement des hydrocarbures en République démocratique du Congo. Mais avant d'entrer dans le vif de mon propos, permettez-moi d'adresser un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision éclairée et son engagement à construire un Congo plus uni et plus fort. Mes remerciements s'étendent naturellement à son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre et chef du gouvernement,
qui, se basant sur cette vision du chef de l'État, a élaboré un programme d'action pragmatique pour rencontrer les attentes du peuple congolais. Mesdames et messieurs, distingués invités, notre choix de participer à cette 10e édition historique du Forum Makutano est l'expression de notre volonté de sensibiliser les professionnels du secteur des hydrocarbures, mais aussi toutes les personnes physiques ou morales intéressées par des activités dans ce secteur pour dresser un état des lieux sans complaisance, dégager son immense potentiel, améliorer l'attractivité de la destination RD Congo pour les investisseurs et impulser les réformes porteuses de progrès. Il est acquis que la RDC est un scandale géologique, mais le secteur des hydrocarbures demeure une équation qui appelle des réponses durables. Pourtant, notre pays dispose d'immenses ressources en hydrocarbures, avec en plus un marché intérieur considérable pour la consommation des produits pétroliers au regard de sa population grandissante, ainsi que des activités industrielles. Secteur de l'amont pétrolier. La production nationale de pétrole brut dans notre pays plafonne à environ 20 000 barils par jour, principalement dans les concessions onshore et offshore du bassin côtier situé dans la province du Congo central, ce qui est largement en deçà de nos capacités réelles. Nous disposons de plusieurs bassins sédimentaires répartis sur notre territoire et qui referment donc des ressources prometteuses. La cuvette centrale, s'étendant sur 800 000 km² et partagée avec le Congo-Brazzaville, ce bassin recèle des hydrocarbures à une profondeur pouvant atteindre 7000 mètres. Des études récentes indiquent un potentiel de plus de 40 milliards de barils de pétrole et 17 milliards de barils de pieds cubes de gaz naturel renfermés dans des roches réservoirs datant du Cambrien et du Protézoïque. Le Graben Albertine, quant à lui, a une superficie de 20 000 km². Ce bassin a révélé des quantités commerciales de pétrole depuis 2006 du côté ougandais, avec des réserves estimées à plus de 3 milliards 500 milliards de barils. Les travaux de prospection récents ont mis en évidence des structures de piégage aux réserves économiquement exploitables. Le lac Kivu, avec une superficie de 2400 km², ce lac contient environ 55 milliards de mètres cubes de gaz méthane, une ressource prometteuse pour divers usages énergétiques. Le Graben Tanganyika s'étend quant à lui sur 50 000 km². Ce bassin présente des roches-mères propices à la génération d'hydrocarbures avec des indices de surface confirmés et des roches réservoirs et de pièges potentiels. L'engagement pour une valorisation responsable des hydrocarbures. Bien que notre pays mise sur la valorisation de ses ressources en hydrocarbures pour soutenir son développement économique, le ministère des hydrocarbures s'engage activement à instaurer des politiques de protection environnementale et à intégrer des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Conscient des défis climatiques mondiaux, le ministère œuvre à promouvoir une industrie pétrolière et gazière respectueuse de l'environnement et alignée sur la transition énergétique afin de garantir un développement durable et éthique qui préserve notre écosystème pour les générations futures, tout en contribuant aux objectifs climatiques globaux. Secteur de l'aval pétrolier. Depuis 2001, notre pays a adopté une politique
de libéralisation du secteur de l'aval pétrolier visant à dynamiser l'effectivité du secteur en ouvrant le marché aux investissements privés et en favorisant la concurrence. Cette stratégie permet de diversifier les acteurs et de stimuler les investissements face à une demande en constante augmentation. Elle favorise ainsi l'accès aux produits pétroliers tout en renforçant la sécurité énergétique nationale. La croissance démographique et l'expansion des activités industrielles, en particulier dans le secteur minier, contribuent directement à l'augmentation de la consommation de produits pétroliers. La demande en carburant pour le transport et les besoins domestiques, couplée aux besoins énergétiques des industries minières pour leur opération d'extraction, crée une dynamique propice à une consommation accrue dans leur secteur. Face à ce double facteur de croissance, il devient donc essentiel de moderniser le secteur de l'aval pétrolier pour assurer un approvisionnement durable et renforcer l'efficacité énergétique de la RDC. Du point de vue juridique, le secteur des hydrocarbures de notre pays est encadré par la loi numéro 15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures et le décret numéro 16/010 du 19 avril 2016 portant règlement d'hydrocarbures. Ces textes législatifs instaurent un cadre juridique clair et attractif visant à encourager les investissements dans le secteur. Ils renforcent également la transparence et la bonne gouvernance, qui sont donc des éléments essentiels pour bâtir la confiance des investisseurs. En facilitant les partenariats publics-privés, ces dispositions permettent d'associer l'expertise du secteur privé aux capacités de régulation de l'État, favorisant ainsi le succès des projets d'envergure. Quels sont les défis et les perspectives? Parallèlement aux opportunités offertes, le secteur des hydrocarbures fait face à des défis significatifs. On peut retenir les appels d'offres pour l'attribution des 27 blocs pétroliers qui avaient été lancés en 2022 dans l'objectif de stimuler les investissements dans le secteur. Cependant, ces initiatives n'ont pas produit les résultats escomptés, soulignant la nécessité d'adopter une approche plus stratégique pour attirer les investisseurs tout en garantissant une transparence totale dans le processus d'attribution. Par ailleurs, en dépit de la libéralisation du secteur de l'aval pétrolier, les importations des produits pétroliers restent marquées par un faible niveau de concurrence, ce qui nuit à l'efficacité du marché et engendre des répercussions économiques négatives. De plus, la contrebande des produits pétroliers aux frontières entraîne des pertes fiscales importantes et ceci impacte négativement les finances publiques et limite l'action du gouvernement. Par ailleurs, l'absence des banques d'investissement locales spécialisées dans la gestion des projets à grande échelle dans le secteur pétrolier crée un manque de financement adapté aux besoins des entreprises. Tous ces défis appellent des réformes ambitieuses et pragmatiques. C'est dans cet esprit que nous avons entrepris une série d'analyses approfondies pour identifier les actions nécessaires afin de répondre efficacement aux différentes problématiques. Permettez-moi de partager avec vous les initiatives clés que nous envisageons aux différentes problématiques. Tout d'abord, bien que les appels d'offres pour l'attribution des blocs pétroliers n'aient pas donné de résultats escomptés, nous envisageons désormais de mettre une stratégie en place pour certains blocs stratégiques. Cette approche ciblée, axée sur des entreprises ayant des capacités techniques et financières reconnues, permettra de choisir des partenaires possédant une expertise solide
et une réelle volonté de contribuer au développement de l'industrie pétrolière de la RDC. Ensuite, afin de renforcer la compétitivité des importations de produits pétroliers, en particulier sur la voie ouest, nous prévoyons de réformer le système d'approvisionnement en établissant des appels d'offres pour 40% des importations directes. Cette initiative vise non seulement à diversifier les sources d'approvisionnement, mais aussi à optimiser les coûts et à assurer aux consommateurs un accès amélioré aux produits pétroliers. Pour lutter efficacement contre la contrebande des produits pétroliers aux frontières, nous mettons en œuvre des solutions innovantes telles que le marquage moléculaire des produits, le renforcement des capacités de la brigade des hydrocarbures et l'installation des scellés électroniques couplés à des plateformes informatiques de suivi. D'autres actions complémentaires ont été également identifiées pour redynamiser le secteur. En termes de recommandations, mesdames et messieurs, ces journées d'hydrocarbures devront nous permettre de viser les objectifs suivants. Promouvoir une gestion transparente et efficace du secteur des hydrocarbures. Cela implique de lutter contre la corruption, de renforcer la gouvernance et de garantir que les revenus tirés des hydrocarbures soient utilisés d'une manière responsable pour le développement de notre pays. Attirer des investissements étrangers directs dans le secteur des hydrocarbures, ce qui permettra de créer des emplois, de stimuler la croissance économique et de transférer les technologies importantes. Promouvoir aussi des partenariats solides et durables avec les acteurs privés et les investisseurs internationaux dans l'objectif de stimuler une croissance inclusive et durable. Renforcer le respect de l'environnement, l'exploration, la production et la distribution doivent se faire dans le respect des normes environnementales les plus strictes et sans impact négatif sur les communautés locales. Enfin, développer le contenu local et renforcer les capacités nationales pour que les Congolais tirent le maximum d'avantages de l'exploitation de leurs ressources naturelles. Conclusion, depuis quelques années, notre pays a fait des avancées significatives dans le secteur des hydrocarbures. Nous avons entrepris des réformes structurelles et mis en place des stratégies ambitieuses pour attirer les investissements et maximiser les retombées économiques dans ce secteur. Alors, grâce à ces efforts, nous avons réussi à établir un environnement plus transparent et favorable aux affaires. Mais il nous reste encore du chemin à faire. Un des défis majeurs auxquels nous avons été confrontés récemment est donc cette abrogation de l'appel d'offres des blocs pétroliers. Cette décision a suscité de nombreuses interrogations et autres préoccupations. Je tiens à vous assurer que cette mesure n'a pas été prise à la légère. Elle résulte d'une volonté de revoir et d'améliorer nos procédures pour garantir une meilleure équité, une meilleure transparence et efficacité dans l'attribution des licences. Nous devons donc adopter notre cadre juridique et fiscal pour le rendre plus attractif, avec des incitations spécifiques pouvant encourager les investissements dans l'exploration et la production. De plus, notre position géographique stratégique au cœur de l'Afrique nous confère un avantage compétitif considérable. La République démocratique du Congo a un potentiel immense en matière d'hydrocarbures, souvent comparé à celui des plus grands producteurs du continent. Nos réservoirs prouvés, couplés à une volonté politique très forte, nous positionnent comme un acteur majeur de l'industrie pétrolière et gazière africaine. Notre ambition est de diversifier notre économie et de faire des hydrocarbures un levier de développement durable pour notre pays. Je tiens à remercier nos partenaires internationaux et les investisseurs qui continuent de croire en notre potentiel. Votre soutien et votre collaboration sont essentiels
pour transformer nos ressources naturelles en richesses durables pour notre population. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir prospère pour les RDC et contribuer à l'essor économique de toute l'Afrique. Je réitère notre engagement à créer un environnement propice à l'investissement et à maximiser les bénéfices des hydrocarbures pour tous les Congolais. La 10e édition de Makutano est une opportunité unique pour renforcer nos partenariats et explorer de nouvelles pistes de collaboration. C'est ici l'expression, ou plutôt l'occasion pour moi de remercier toute l'équipe de Makutano pour leur soutien précieux dans l'organisation de cette journée dédiée aux hydrocarbures. Leur implication a permis de créer cet espace de dialogue constructif où chaque acteur pourra faire entendre sa voix pour l'avenir du secteur. Je félicite de façon particulière Madame Nicole Soulou qui a réussi la prouesse énorme d'imprimer en lettres dorées le nom de Kinshasa sur la carte business mondiale. Cette 10e édition, par son faste, son organisation et la qualité des thèmes développés, consacre Makutano comme la plateforme incontournable pour les échanges constructifs et les partenariats stratégiques sur le continent. Chapeau, madame. Je reste convaincu que si nous travaillons ensemble, dans un esprit d'unité et de collaboration, nous pouvons faire du secteur des hydrocarbures un moteur de croissance économique et du développement social pour la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la RDC. Je vous remercie. Et voilà, c'était donc le premier discours prononcé par le ministre Aimé Sakombi Molendo qui pour la session d'ouverture, il est accompagné du ministre de l'Intérieur, Maître Jacques Chabani, et non le ministre de l'Économie, comme nous l'avons annoncé justement dans notre introduction. On va laisser place à la modération. Après la vidéo, après cette allocution, on commence à avoir quelques éléments relatifs au secteur des hydrocarbures ici en République démocratique du Congo et on en saura encore un peu plus. Mais déjà, avant de passer à la phase suivante, permettez-moi de saluer. J'ai le devoir de le saluer. C'est un devoir qui me revient à moi. C'est le ministre de Médias, Patrick Mouyaya, qui est avec nous et qui va participer à ces assises. Je dis c'est un devoir pour moi parce que je suis aussi journaliste, reporter, présentatrice. Donc quand votre patron est là, donc vous ne devez que essayer de lui rendre les hommages qui lui sont dus. Donc merci beaucoup, Monsieur le ministre, de participer également à ces assises et à ces échanges. On va tout de suite passer à l'étape suivante. On va appeler les différents, j'allais dire panélistes, mais d'autres intervenants qui vont essayer de nous parler sur quelques 2, 3 autres sujets relatifs aux hydrocarbures ici en République démocratique du Congo. On aura 2 thématiques, mais avec 3 intervenants. La première thématique qui sera question de l'optimisation de l'assistance technique portée par African Petroleum Producer Organization, APO, aux pays membres. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'inviter sur cette estrade d'abord le docteur Omar Farouk Ibrahim. Est-ce qu'il est là dans la salle, s'il peut venir? Docteur, s'il vous plaît. Secrétaire général d'APO. Merci de vous mettre là. Nous aurons également, pour cette thématique, M. Joseph Pilipili Mawisi. Il est directeur général MASH World. Et pour la deuxième thématique, il sera question de parler de la reprise d'une raffinerie en produits pétroliers, souveraineté politique versus rationalité économique. Pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir et d'inviter sur cette estrade M. Emmanuel Mbala, directeur des opérations de la CCR. M. Mbala. Merci, vous faites bien d'applaudir, s'il vous plaît, de les encourager.
Allez, comme vous l'avez compris justement, après les discours du ministre Aimé Sakombi Molendo, on passe directement à la mise en place des panels. Le ministre Aimé Sakombi Molendo, qui pour la session d'ouverture est accompagné du ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, maître Jacquemain Chabani. N'entendent pas, on n'écoute pas le français. Il y a le service de traduction. Alors vous pouvez juste lever d'abord le doigt et on viendra vous remettre l'équipement pour que ce service puisse également vous aider à mieux cerner. Mais aussi, il y a un service d'interprétation, c'est derrière là-bas. Ceux qui ne comprennent pas le français, le monsieur est là, vous levez juste la main et vous aurez droit à un kit pour l'interprétation. On va commencer avec monsieur docteur Omar Farouk Ibrahim. Il est secrétaire général d'APO et lui, il va parler justement, comme on le disait tout à l'heure, de l'optimisation de l'assistance technique portée par African Petroleum Producer Organization aux pays membres. Et lui, il parle en anglais. Je ne sais pas si on laisse l'interprète pour les francophones. Et voilà, ce sera donc les débats qui s'ouvrent ou les discussions, les échanges qui vont s'ouvrir ici. Le premier sujet qui sera abordé, optimisation de l'assistance technique portée par African Petroleum Producer Organization qui, aux pays membres, les intervenants, ça sera Dr Omar Farouk Ibrahim, secrétaire général justement de cette structure. Il y aura également comme intervenant Joseph Pili Mawezi, directeur général des Match White. Minister, Son Excellence, Monsieur Ministre des Hydrocarbures, je voudrais en parler en français, mais je ne peux pas, parce que would you have permission? I'll speak in English, please. Your Excellency, the Vice Prime Minister, Excellency Aimé Sakombi Molendo, our Chief Host and Minister of Hydrocarbons of Upper Member Country, the Republic of Democratic Republic of Congo, Excellencies, other ministers here present, CEOs of NOCs and IOCs, CEOs of international service companies, captains of the industry, invited guests, ladies and gentlemen. I'm honored to be invited by His Excellency Minister Molendo to speak to this distinguished audience on the theme, New Optimization of Technical Assistance Provided by APO to its member countries. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur Aimé Sakombi Molendo, notre chef et ministre hôte, ministre des hydrocarbures du pays membre République démocratique du Congo, Excellence, les autres ministres ici présents, les membres du conseil exécutif ici présents, les PDG des sociétés nationales et compagnies pétrolières internationales, les PDG des sociétés de services internationales et nationales, les capitaines de l'industrie, mesdames et messieurs. J'ai l'honneur d'être invité par son Excellence, Monsieur le ministre Molendo, à m'adresser à ce distingué auditoire sur le thème « Nouvelle optimisation de l'assistance technique fournie par l'APO à ses pays membres ». I think that there could not have been a better place to discuss this theme than Kinshasa, for it was in this very city 31 years ago that APA Ministerial Council, the precursor to APO Ministerial Council, met and by resolution 376 created the Cooperation and Mutual Assistance Framework Agreement among APO member countries. Je pense qu'il n'aurait pas pu avoir un meilleur endroit pour discuter de ce thème que Kinshasa, car c'est dans cette même ville, il y a 31 ans, que le Conseil des ministres de l'APA, précurseur du Conseil des ministres de l'APO, s'est réuni et par résolution numéro 037
a créé l'accord cadre de coopération et d'assistance mutuelle entre les pays membres de l'APA. The objectives of the Cooperation and Mutual Assistance Framework Agreement included 1. Pooling together technical and scientific resources, mainly in the areas of design, engineering, manufacturing, construction, maintenance, management of facilities and equipment concerning exploitation, production, refining, and transportation of hydrocarbon, as well as petrochemicals. Defining and implementing procedures for exchange of information and experience in the areas of trade and marketing. And 3, developing mutual assistance either through the secondment of high-level personnel or by the training and capacity building of qualified personnel. Les objectifs de l'accord cadre de coopération et d'assistance mutuelle étaient les suivants. 1. Mutualiser les ressources techniques et scientifiques, principalement dans les domaines de la conception, de l'ingénierie, de la fabrication, de la construction, de la maintenance, de la gestion des installations et équipements concernant l'exploitation, la production, le raffinage et le transport des hydrocarbures ainsi que la pétrochimie. 2. Définir et mettre en œuvre des procédures d'échange d'informations et d'expériences dans les domaines du commerce et du marketing. Et enfin 3. Développer l'entraide, soit par le détachement du personnel de haut niveau, soit par la formation et le renforcement des capacités de personnel qualifié. Between 1993, when the APO Cooperation and Mutual Assistance Agreement Framework was established, and 2019, when the reform of APA to APO was completed, 11 bilateral and multilateral agreements were signed by APA member countries and their national oil companies. These included bilateral agreement between the SNPC of the Republic of Congo and Petrosi of Côte d'Ivoire on the exploitation of MKB oil field in the Republic of Congo, Sober of Benin Republic and Petrosi, and NPIHB of Côte d'Ivoire for training and capacity building of senior staff of Sober of Benin, Niger, Cameroon, and Chad national oil companies on the evacuation of Nigerian crude oil using the Cameroon-Chad pipeline, SMPC of Congo Republic and Sonangol of Angola for joint operation of the Lianzi field, among many others. Entre 1993, date d'établissement de l'accord cadre de coopération et d'assistance mutuelle, et 1999, date de l'achèvement de la réforme de l'APO, 11 accords bilatéraux et multilatéraux ont été signés par les pays membres de l'APA et leurs compagnies pétrolières nationales. Il s'agit notamment de l'accord bilatéral entre la SNPC du Congo et la Petrosi de Côte d'Ivoire sur l'exploitation du champ pétrolier MKB en République du Congo. La SOBE de la République du Bénin et la Petrosi à travers l'INPHP de Côte d'Ivoire pour la formation et le renforcement des capacités des cadres supérieurs de la SOBE du Bénin. Les compagnies pétrolières nationales du Niger, du Cameroun, du Tchad, dans le cadre de l'évacuation du pétrole brut nigérien par l'oléoduc Cameroun-Tchad. La SNPC de la République du Congo et la Sonangol de l'Angola pour l'exploitation conjointe du champ Lianzi et bien d'autres. It should be noted that most of these agreements were signed before the Paris Climate Agreement of 2015 was signed by world leaders, including our own leaders of APO. Il convient de noter que la plupart de ces accords ont été signés avant la signature de l'accord de Paris sur le climat de 2015 par les dirigeants mondiaux, y compris nos propres dirigeants de l'APO. The Paris Agreement ushered a new global paradigm shift in energy sourcing. The world literally came to accept that hydrocarbons, coal, oil, and gas are dangerous to humanity and came up with commitments to substantially reduce hydrocarbons use and rapidly increase renewable energies use. Target date of 2050 was set for net zero, by which is meant total greenhouse gas emissions for fossil fuels shall equal total amount of carbon dioxide absorbed from the atmosphere. L'accord de Paris a instauré un nouveau changement de paradigme mondial en matière d'approvisionnement énergétique.
le monde est venu à accepter que les hydrocarbures, le charbon, le pétrole et le gaz sont dangereux pour l'humanité et s'est engagé à réduire considérablement l'utilisation des hydrocarbures et à augmenter rapidement l'utilisation des énergies renouvelables. La date cible de 2050 a été fixée pour la neutralité carbone, c'est-à-dire que les émissions totales de gaz à effet de serre dues à l'utilisation des combustibles fossiles doivent être égales à la quantité totale de dioxyde de carbone absorbée dans l'atmosphère. The implication of this global paradigm shift away from fossil fuels to renewable energies, which is euphemistically called the energy transition, is that the countries on whom Africa have been relying on for exploration, production, processing, refining, and marketing of their oil and gas resources, namely the developed countries of the North, committed to abandoning oil and gas for renewable energies. In doing so, they also committed to end funding oil and gas projects, especially on the African continent. L'implication de ce changement de paradigme mondial qui s'éloigne des combustibles fossiles au profit des énergies renouvelables, que l'on appelle communément par euphémisme transition énergétique, et que les pays, dont les pays africains ont été dépendants pour explorer, produire, traiter, raffiner et commercialiser les ressources pétrolières et gazières, à savoir les pays développés du Nord, se sont engagés à abandonner le pétrole et le gaz au profit des énergies renouvelables. Ce faisant, ils se sont également engagés à mettre un fin au financement des projets pétroliers et gaziers, en particulier en Afrique. Furthermore, they turned their attention away from oil and gas research to research in renewables. So you see some of the world's universities and research institutions with the best oil and gas faculties closing their faculties or making commitments to end fossil fuel research and training within a certain time period. De plus, ils ont détourné l'attention de la recherche sur le pétrole et le gaz pour se concentrer sur la recherche sur les énergies renouvelables. Ainsi, vous voyez certaines universités et instituts de recherche du monde avec les meilleures facultés de pétrole et de gaz fermer leurs facultés et s'engager à mettre fin à la recherche et à la formation sur les combustibles fossiles dans un certain délai. What these developments meant for our countries are obvious. In the absence of funding for our oil and gas exploration, production, refining, and processing, and with the imminent end to oil and gas technology development and oil and gas market in the developed countries, the economies of the African countries that have become heavily dependent on oil and gas revenue are in serious danger. Ce que ces développements signifient pour nos pays est évident. En l'absence de financement pour l'exploration, la production, le raffinage et le traitement de notre pétrole et notre gaz, et avec la fin imminente du développement de la technologie pétrolière et gazière et du marché du pétrole et du gaz dans les pays développés, les économies des pays africains qui sont devenues fortement dépendantes des revenus du pétrole et du gaz sont en grave danger. A major study conducted by APO on the future of the oil and gas industry in Africa in the light of the energy transition established that individually, no one African oil and gas producing country has all that it takes to surmount the imminent challenges that global energy transition poses to the African oil and gas industry. Une importante étude conduite par l'APO sur l'avenir de l'industrie pétrolière et gazière en Afrique à la lumière de la transition énergétique a établi que nos pays africains, chacun en lui seul, ne peut surmonter ces défis imminents que la transition énergétique mondiale pose à l'industrie pétrolière et gazière en Afrique. However, when we pool our resources together, Africa has all it takes to surmount the challenges and exploit its resources for the good of its own people. Working together, we are in a position to effectively exploit the over 125 billion barrels of proven crude oil reserves and over 650 trillion cubic feet of proven gas reserves to provide electricity to the over 600 million Africans who do not have electricity and nearly 1 billion Africans who do not have access to any form of modern energy.
Cependant, lorsque nous mettons ensemble nos ressources, l'Afrique a tout ce qu'il faut pour surmonter les défis et exploiter ses ressources pour le bien de ses populations. En travaillant ensemble, nous sommes en mesure d'exploiter efficacement les plus de 125 milliards de pétrole de barils de réserves prouvées que nous avons dans notre sous-sol et plus de 650 milliards de pieds cubes de gaz de réserves que nous avons dans notre sous-sol pour fournir l'électricité à plus de 600 millions de nos populations qui n'ont pas accès à l'électricité et à près d'1 milliard d'Africains, principalement en Afrique subsaharienne, qui n'ont pas accès à toute forme d'énergie moderne pour la cuisine et l'usage domestique. Excellencies, ladies and gentlemen, permit me now to return to the APO Cooperation and Mutual Assistance Framework Agreement of 1993, which was modified during the reform from APA to APO in 2019. That reform was effected before APO conducted the study on the future of the oil and gas industry in Africa in the light of the energy transition. And resulting from the findings of that study, APO changed its strategy. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi maintenant de revenir à l'accord cadre de coopération et d'assistance mutuelle de l'APO de 1993, qui a été modifié lors de la réforme de l'APA à l'APO en 2019. Cette réforme a été mise en œuvre avant que l'APO mène l'étude sur l'avenir de l'industrie pétrolière et gazière en Afrique à la lumière de la transition énergétique. À la suite des résultats de cette étude, l'APO a changé de stratégie. Having identified the imminent challenges that the energy transition poses to our countries, APO resolved to find practical and lasting solutions to these challenges. And to do that, APO had to accept that we need a complete paradigm shift in our search for solutions to the new challenges. Ayant identifié les défis imminents que la transition énergétique pose à nos pays, l'APO a décidé de trouver des solutions pratiques et durables à ces défis. Et pour cela, l'APO a dû accepter que que nous avions besoin d'un changement complet de paradigme shift dans notre recherche de solutions à ces nouveaux défis. The first practical solution was our resolve to partner with Afrexim Bank to establish the Africa Energy Bank, whose main goal is to provide funds for oil and gas projects in Africa in the face of withdrawal of funding by those on whom we have for decades depended for funding of our oil and gas projects. La première solution pratique a été notre détermination à nous associer avec Afrexim Bank pour créer la Banque africaine de l'énergie, dont l'objectif principal est de fournir les fonds pour les projets pétroliers et gaziers en Afrique face au retrait du financement de ceux dont nous dépendions depuis des décennies pour financer nos projets pétroliers et gaziers en Afrique. I am pleased to announce that within 2 years of the conception of that project, we have been able to have the establishment agreement of the bank signed by the founding member country, by the founding institutions, and we have also got 2 member countries to sign and ratify the establishment agreement of the bank, making it a treaty in force. Je suis heureux de vous annoncer qu'après 2 ans de négociations, nous avons finalisé l'accord d'établissement et le traité de la banque, et qu'à ce jour, 2 pays ont pu ratifier ces accords, donc mettant donc le traité en vigueur. Furthermore, we have been able to take a decision on the headquarters of the bank, which will be located in Abuja, Nigeria, and work is finishing in terms of furnishing of the building that will house the Africa Energy Bank. Parallèlement, on a pu prendre une décision sur le pays hôte de la banque. Donc la banque sera localisée à Abuja au Nigeria. Et les travaux sont en cours pour finaliser donc les bureaux qui vont accueillir donc cette banque. And I'm also pleased to say that even before we had gotten our treaty to go into force, we have been able to raise about 50% of what we need to get the bank started in terms of money. Et je suis heureux également de vous annoncer que même avant d'avoir fini donc les négociations, on a été capable donc de lever près de 50% des fonds nécessaires pour le démarrage de la banque. We are looking at the Africa Energy Bank taking off before the end of the first quarter of next year.
Et actuellement, nous envisageons à voir donc cette banque démarrer avant la fin du premier trimestre de l'année prochaine, 2025. That is how we are addressing the funding challenge on the African continent for the oil and gas industry. Et voilà comment nous essayons donc de régler le problème de financement qui se pose à l'industrie pétrolière et gazière en Afrique. To address the second challenge, namely the challenge of technology and capacity development in the industry, we established the Forum of CEOs of APO NOCs, the Forum of Directors of Oil and Gas Research, and the Forum of Directors of Oil and Gas Training Institutions. The ultimate objective is to have regional centers of excellence in the various sectors of the oil and gas industry across the continent. That way, our countries will not need to expend the little resources that they have trying to excel in all the fields without succeeding in any. It's important to remember that even in the developed countries of the North, major researches are conducted jointly. Pour relever le second défi, à savoir le défi de la technologie et du développement des ressources dans l'industrie, nous avons créé le Forum des PDG des sociétés nationales de l'APO, le Forum des directeurs de la recherche sur le pétrole et le gaz et le Forum des directeurs de la formation sur le pétrole et le gaz. L'objectif ultime est d'avoir des centres d'excellence régionaux dans les différents secteurs de l'industrie pétrolière à travers le continent. De cette façon, nos pays n'auront pas besoin de dépenser le peu de ressources dont ils disposent pour essayer d'exceller dans tous les domaines sans réussir. Il est important de rappeler que même dans les pays développés du Nord, les grandes recherches sont menées conjointement. If the developed countries of the world can forget their differences and come together to conduct research in oil and gas and other things, what stops Africa from doing the same? Se mettre ensemble pour mener des recherches, pourquoi pas au niveau de l'Afrique? Why must each African country say that it will do everything by itself? Pourquoi chaque pays individuellement peut soutenir, qu'il peut individuellement mener tout ce qu'il faut? The new Africa we are looking for goes beyond thinking within our national boundaries. Africa will not develop if we continue to think the way we have been made to believe we are by our former colonial masters. La nouvelle Afrique que nous visons, c'est celle qui va au-delà donc de nos frontières nationales. I'm pleased to note that in the last few years, particularly since the reform, the level of cooperation and collaboration witnessed among APO member countries and their NOCs have been most impressive. This is evidenced in the attendance of the meeting of the Forum of CEOs of APO NOCs. We have registered the presence of over 90% of CEOs at our NOC meetings. And we have made sure that we rotate the meetings across our member countries. I want to use this opportunity to express APO's appreciation to the Democratic Republic of Congo for its support, evidenced in the participation of Sana Hydroc in these meetings. Je suis heureux de vous indiquer qu'au cours des dernières années, depuis la réforme, le niveau de coopération et de collaboration observé entre les pays membres de l'APO et les sociétés nationales a été le plus impressionnant. En témoignent les chiffres de la participation à la réunion du Forum des PGD des sociétés nationales de l'APO. Nous avons enregistré la présence de plus de 90% de PDG à nos réunions des SNH. Et nous veillons à ce que ces réunions se relaient dans nos pays membres. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à la République démocratique du Congo pour son soutien qui se traduit par la participation de la Sona Hydroc à ces réunions. To address the third challenge facing the African oil and gas industry, namely markets for our oil and gas, APO has partnered with CABEF on the Central Africa Pipeline System, a project that is going to link 11 Central African states by a comprehensive pipeline system for oil, for gas, and for products. Pour relever le dernier défi, qui est le défi du marché des infrastructures des marchés, l'APO est rentré en partenariat avec le CABEF, qui est le Central Africa
Business Energy Forum sur le projet du Central African Energy Pipeline System, qui est un projet visant à intégrer près de 11 pays de l'Afrique centrale avec un pipe multiproduit, donc pour l'intégration énergétique de cette région. It is important we do this project because for the 70 to 100 years that Africa has been producing oil and gas, we have produced them essentially for export, not for our own use. Currently, we export 75% of the crude oil that we produce in Africa and 45% of the gas that we produce in Africa. We export these things to countries that are already developed to further enhance the living condition of their people while we remain in poverty, because there is no society that has ever been able to lift its people out of poverty without providing that society, without providing those people with ample energy. Donc, nous sommes vraiment intéressés par ce projet et il est réellement important pour nous de mettre en œuvre ce projet parce que pendant plus d'un siècle que l'Afrique a produit les hydrocarbures, toute notre production était destinée à l'exportation. Près de 75% de notre pétrole brut est exporté, près de 45% de notre gaz produit est exporté vers les pays, bien sûr, qui sont déjà développés. Pendant que nous-mêmes en Afrique, nous avons besoin de cette énergie. Donc, il est vraiment important pour nous, Africains, de développer donc ces infrastructures de marché-là pour le bonheur de nos populations. So, if Africa is serious about raising the living conditions of its people, it should focus on providing energy infrastructure on the African continent to enable us to be able to move energy from areas of plenty to areas of need, and also ensure that the people are able to access energy, because without energy, we will continue to wallow in poverty. Donc, si l'Afrique a vraiment la volonté de sortir ses populations de la pauvreté énergétique, il est important de développer ces infrastructures de marché-là, des zones de production vers les zones de consommation pour sortir donc l'Afrique de sa précarité énergétique. Distinguished ladies and gentlemen, as DRC prepares to launch tenders for its next bid rounds, I would like to assure our esteemed member country, the Democratic Republic of Congo, of APO's full support, as we did in the previous edition of the bid round. Rest assured that in togetherness lies our salvation as a people and as a continent. The Secretariat has a burden research division to which our member countries can always turn for support. Au moment où la RDC se prépare à lancer ses prochains appels d'offres, je tiens à assurer le pays membre, la République démocratique du Congo, du plein soutien de l'APO, comme nous l'avons fait lors des précédents appels d'offres. Soyez assurés, Monsieur le ministre, que c'est dans l'unité que réside notre salut en tant que peuple et en tant que continent. Le secrétariat dispose d'une nouvelle division de la recherche vers laquelle nos pays membres peuvent désormais se tourner pour obtenir de l'aide. In conclusion, I would like to request that APO member country, the Democratic Republic of Congo, gives serious consideration to being a founding member of the Africa Energy Bank, not a joiner. And to do that, you need to be among the first to sign, commit, and pay your shares so that you are going to be a founder member, not a joiner in the Africa Energy Bank. En conclusion, je voudrais humblement inviter la République démocratique du Congo à être un membre fondateur de la banque, en donc signant les accords d'établissement de la banque et en libérant donc son capital social au niveau de cette banque. I'll also request that you give serious attention to the Central Africa Pipeline System project that we are working on. 3 weeks ago in Libreville, the PRISEMAC approved the whole concept and is going to be presented to the heads of state of CEMAC countries in their next meeting. We expect that as a member country of APO, and given our vision for changing the landscape of energy on the African continent, but particularly on the Central African sub-region, we shall get the support we require from the Democratic Republic of Congo. Je voudrais également inviter la RDC à porter une attention particulière au projet CABEF. Il y a 3 semaines à Libreville, la CEMAC a
approuvé l'étude des précédabilités de ce projet et ça sera donc une opportunité pour la RDC de se joindre donc à ce projet. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, with this I end my remarks and I'll be very happy to expatiate if the need arises. Thank you very much. Sur ces excellences, je finis mon propos et je reste à votre disposition. Merci beaucoup, Dr Omar Farouk Ibrahim, secrétaire général d'APO. Ensemble, on a suivi la présentation de cette structure, les réalisations, mais également les défis et ce qu'on peut retenir, et ça le ministre des Hydrocarbures l'a également relevé, c'est la nécessité pour l'Afrique de travailler ensemble, parce que c'est seulement comme ça que l'Afrique peut gagner, et ce, dans le domaine des hydrocarbures. J'invite pour ce faire, mais avant de l'inviter, c'est un autre devoir, je tiens à saluer aussi la présence de la vice-ministre des hydrocarbures, Wivine Molika, qui est avec nous et qui participe également dans ces échanges et dans ces assises. Madame la vice-ministre, merci de rehausser de votre présence. J'invite monsieur Joseph Pilipili Nawezi, directeur général de Marshall World. Je sais qu'on a commencé en retard, c'est pas de votre faute, c'est de notre faute. Vous étiez là à temps, mais on doit courir aussi derrière le temps. Donc du coup, je serai obligée de grappiller un peu des minutes dans vos différentes interventions. Au lieu de 15, on vous donnera 10 minutes, monsieur Pilipili. Je vous en prie. Makutano. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous avons été invités à faire une présentation sur la capacité de l'APO à nous assister dans le développement du secteur des hydrocarbures. Et nous pensons que nous demandons à la régie de projeter la présentation pour que tout le monde puisse suivre de quoi il est question dans cette présentation. Qu'est-ce qui se passe? La technique, est-ce que nous sommes prêts de ce côté avec la présentation de M. Pilipili? Non, c'est pas prêt. Pourquoi? Sans des documents? Vous voulez que je parle sans documents? Mesdames et messieurs, nous pensons que la technique va se rattraper et elle mettra les slides. Nous avons présenté ici, évidemment, dans un premier temps, la situation de l'APA en Afrique. Nous avons voulu vous dire que, sous le patronage évidemment de nos autorités, c'est-à-dire leurs excellences, monsieur le ministre et madame la vice-ministre des hydrocarbures, qui travaillent en collaboration avec l'entreprise pétrolière nationale et évidemment toutes les sociétés privées, nous avons été assistés par l'APO sur environ 11 projets. Au départ, c'était avec la loi. L'APO nous a assistés avec une étude comparative entre les différentes lois ou les différents codes pétroliers qui se sont développés en Afrique. Après cette étude, des éléments de ce précieux sésame ont été mis à la disposition du ministère des Hydrocarbures qui a présenté la loi au Parlement pour qu'ensuite cette loi soit votée. Et cette loi, évidemment, a été suivie d'un règlement. Mais aujourd'hui, je crois que l'effort que nous devons faire pour optimiser l'apport de l'APO, c'est simplement de signer les arrêtés des mises en œuvre, les circulaires et aussi les décisions qui peuvent permettre évidemment au secteur de fonctionner sans beaucoup de difficultés.
Nous avons, comme a dit son Excellence Monsieur le ministre des Hydrocarbures, que nous avions 3 bassins sédimentaires. Ces bassins ont un potentiel énorme, effectivement, par rapport aux différents systèmes pétroliers qui se sont développés dedans, et que si nous travaillons là-dessus, nous pouvons très sérieusement avoisiner les grands pays producteurs de pétrole en Afrique. Pourquoi? Parce que le second projet sur lequel la RDC a été aidée par l'APO, c'était de présenter une étude comparative sur le marché. Pourquoi les marchés? Parce que nous avons les marchés de pétrole brut, nous avons le marché de produits pétroliers, et par rapport à cela, l'APO a essayé de voir en Afrique quels sont les pays, quelles sont les demandes et quelles sont les offres. Et c'est comme ça que la coopération entre les différentes sociétés nationales, toutes les différentes sociétés nationales, dont la Sonahydraulique, ont réussi à avoir de partenaires, surtout dans la région, pour que les échanges puissent se faire assez facilement. Pourquoi ces échanges? Parce que simplement, si vous regardez les prix de produits pétroliers à la pompe, en Afrique centrale, ou même en Afrique, dans le pays de l'APO, les prix s'étendent de 0,14 $ le litre, dans certains pays comme le Soudan, jusqu'à 1,4 $ dans certains pays comme la RDC. Nous étions à Kindu dernièrement, dans une des provinces de la RDC, où le carburant coûte carrément plus de 2 $. Donc vous vous rendez compte que si la coopération marche bien entre les sociétés pétrolières nationales de la RDC, du Congo-Brazzaville, de l'Angola, du Gabon, nous pensons qu'il y a moyen de trouver des solutions à cet état de choses et surtout d'approvisionner le pays et l'arrière-pays en produits pétroliers sans difficulté. Nous pensons que les mécanismes mis en place par l'APO pour que la coopération entre les sociétés pétrolières nationales puisse fonctionner, c'est un mécanisme qui permet à tout le monde de gagner. La Société nationale pétrolière est gagnante en aval, mais à l'amont aussi. Si vous produisez du pétrole et que l'APO vous aide à faire un contrat, c'est des contrats d'habitude de partage de production, ça permet à la Société nationale d'être sur le marché international de pétrole. Et si vous êtes sur le marché international de pétrole, vous pouvez savoir qu'est-ce que ça coûte un baril. Si vous ne le savez pas, vous pouvez perdre énormément d'argent. Les études ont été faites par l'APO, c'est-à-dire avec la décote par rapport au cours de pétrole brut. Nous qui produisons 6 millions, 7 millions, 10 millions parfois à l'époque, si vous avez 10 millions de barils pendant l'année que vous avez produit et que celui qui calcule pour vous peut faire une décote de 1 $, c'est que vous allez perdre pendant l'année 10 millions de $. S'il fait une décote de 10 $, vous allez perdre 100 millions de $. Donc, si l'entreprise pétrolière nationale est sur le marché international avec le contrat de partage de production, ça vous permet de gagner énormément d'argent. Et ça, la SNPC, qui est à côté de nous ici, en a fait l'expérience. En dehors de ça, nous avons ce que Son Excellence a épinglé comme étant le contenu local, le local content, et que l'APA, après une étude, après une étude, a démontré que en Afrique, l'argent investi en Afrique sur les 100% d'argent investi pour l'exploration-production, tout l'argent restait dans les pays étrangers qui fournissaient évidemment la sous-traitance. Mais qu'ici, chez nous, la sous-traitance représentait à peine maximum 1% pour des pays qui sont des pays pétroliers par excellence, comme le Nigeria, comme l'Algérie, comme le Congo-Brazzaville, l'Angola. Par contre, ici chez nous, un effort a été fait quand même, comme disait son Excellence Monsieur le ministre tout à l'heure, c'est que nous avons fait entrer au moins des privés congolais dans l'amont pétrolier, un tout petit peu pour dangotiser l'amont pétrolier. Nous avons dans le bassin de la branche ouest du rift est-africain une société qu'on appelle Digoil. Nous avons dans la cuvette centrale la société Comico. Et nous avons dans le bassin côtier, évidemment, la société Showstream de M. Lengo, qui est en train de faire des efforts énormes pour produire. Alors que l'APO a conseillé au pays d'utiliser la politique des champs marginaux et la politique d'encouragement pour les nationaux,
nous n'avons pas encore mis en place des textes qui nous permettent de gérer les champs marginaux. Pourquoi ? Parce qu'il est difficile pour les indépendants africains de faire de l'exploration. Ça coûte très cher. Je vais vous donner l'autre idée. C'est qu'à 3, ils ont besoin d'1,5 milliard pour développer leurs activités. Mais pour qu'ils aient les 1,5 million $, il faudra bien qu'il y ait une banque qui leur donne ça. Mais s'il n'y en a pas, ça sera très difficile. Et là, il y a une exception dans notre pays. Ce monsieur Lengo, avec Sosrim, il est en train de développer un projet dans le bassin côtier sur le bloc Yéma-Matamba-Makazi, avec ses propres moyens. Il a amené une société de services qui est sa propre société de services, et où pratiquement le contenu local est amené à 50%. C'est-à-dire, s'il investit 10 millions de $, il y aura moyen d'injecter dans l'économie de la RDC environ 5 millions de $. C'est un cas exceptionnel, un cas qu'on doit vraiment regarder, parce que ça s'appelle lingotiser un peu l'amont pétrolier en RDC, et nous pensons que l'exemple de M. Lengo va être continué par l'exemple par Comico avec M. Montfort dans la cuvette et avec M. Nosy dans les blocs 3 du Graben-Albertine. Et en dehors de cela, l'APA a essayé d'aider, l'APO a aidé, excusez-moi, on est encore en ancien système, aider la RDC à réaliser un certain nombre d'études. Justement les études sur l'exploration production pétrolière, où nous nous sommes aperçus que nous partagions certains bassins avec plusieurs pays africains. Par exemple, l'Ouest congolien, qui est un sous-bassin de la cuvette, va du Gabon, en passant par le Congo-Brazzaville, la RDC et l'Angola, jusqu'en Namibie. Et si les 4 pays ou les 5 pays se mettent ensemble pour faire une étude commune, il y aura moyen, c'est que dans la coopération entre les différentes sociétés pétrolières nationales, qu'il y ait une dynamique qui se développe pour que ces bassins soient mis en production. Et nous nous sommes aperçus également que dans le système d'appel d'offres, l'APO nous a effectivement conseillé de commencer à utiliser, vous savez, toute l'Afrique. Si vous regardez la carte, vous allez voir que toute l'Afrique est découpée en blocs pétroliers, sauf le centre, qui est évidemment le nôtre, où nous n'avons pas fait beaucoup d'appels d'offres. Mais que tous les autres ont fait des appels d'offres. Mais quels sont les appels d'offres qui réussissent? Effectivement, comme a dit son Excellence, c'est les appels d'offres restreints. Là, au moins, vous avez la loi qui vous permet, avec ces multiples articles, qui vous permet de sélectionner, de faire une présélection d'ailleurs au départ, et de contacter et de faire la promotion de ces bassins auprès de compagnies qui sont intéressées, des compagnies qui ont une activité dans la région, des compagnies, évidemment, en établissant des critères de choix de ces compagnies, vous allez vous rendre compte qu'il est plus facile d'attirer ces compagnies-là que de lancer un appel d'offres qu'à l'époque le Gabon avait tenté et que le résultat n'était pas très intéressant. Aujourd'hui, certainement, le résultat sera intéressant, puisque nous savons qu'à l'Est, il existe, dans la branche Ouest, il existe des compagnies qui travaillent et qui ont déjà fait des découvertes sur cette branche, et nous savons qui peut travailler dans la cuvette, et nous savons que le Brésil, qui est pratiquement l'homologue de la cuvette centrale avec sa forêt amazonienne et son bassin, peuvent également nous aider à travailler là-dedans. Et le bassin côtier, évidemment, nous avons la proximité de Pointe-Noire, nous avons la proximité de Soyo, donc il y a moyen de créer une dynamique, comme avait dit monsieur le secrétaire général de l'APO. Nous pensons ici que nous avons une recommandation à vous faire. La recommandation à nous faire, c'est laquelle? C'est de considérer l'APO comme étant un conseiller qui nous amène où? Un conseiller qui nous amène au développement de nos activités, en nous mettant évidemment en contact avec l'ensemble de pays africains. Pourquoi? À quel moment? C'est surtout à l'organisation de congrès, parce que l'APO organise toujours un congrès tous les 2 ans, et à ces congrès, il y a évidemment toute l'industrie pétrolière africaine qui se présente. Si vous voulez rencontrer M. Lengo, vous voulez rencontrer M. Dangote, Nosy, vous pouvez vous présenter et vous allez vous rendre compte que ces gens sont déterminés à développer l'industrie pétrolière de la RDC et l'industrie pétrolière africaine. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Joseph Pilipili. Je crois qu'on va essayer de travailler avec l'organisation pour que chaque participant puisse
récupérer la présentation et continuer de lire et de creuser un peu plus par rapport à cet apport. On va continuer avec le troisième intervenant. Je signale qu'on n'aura déjà pas de pause café, mais on peut aussi prendre le café tout en étant dans la salle. Donc il n'y aura vraiment pas de pause pour le café. On prend la troisième intervention. La thématique, c'est la reprise d'une raffinerie en produits pétroliers, souveraineté politique versus rationalité économique. L'intervenant est M. Emmanuel Mbala, directeur des opérations de la SOCIR. Et comme je l'ai dit, vous n'aurez pas 25 minutes, mais 20 minutes, 15 même, ça pourra nous aider. M. Mbala, merci. Encouragez. Excellences, Monsieur le ministre des Hydrocarbures, Excellences, Monsieur les membres du gouvernement ici présents et tous les hauts responsables et invités en vos titres et qualités respectés, nous voulons ici intervenir pour parler de ce thème, la reprise d'une raffinerie que nous avons appelé à la reprise du raffinage en RDC. Est-ce une question de souveraineté nationale ou plutôt c'est une question de rationalité et économique? Alors, comme vous allez en devoir le constater, nous allons vous épargner de beaucoup de détails sur la première partie de cette présentation. Mon ami à la régie, si vous pouvez aller rapidement. Donc on veut répondre à la question de savoir si c'est une question de souveraineté politique ou plutôt c'est une rationalité économique. Comme vous le savez, une industrie de raffinage ou une raffinerie a pour vocation de réaliser de bénéfices. Allons-y. Voilà. Le plan de matière, vous allez voir qu'il y a un peu plus de choses, mais nous allons sauter. Allons-y, mon ami. Bon, vous voulez dire quelque chose sur le raffinage dans le monde, le raffinage en RDC. On va vous épargner des détails, allons-y. L'approvisionnement en produits pétroliers en RDC, on sait que c'est par 3 voies que cela se fait. Je vais vous épargner de beaucoup de détails. Et nous allons nous intéresser à la grande question, y a-t-il nécessité d'une raffinerie en République démocratique du Congo? Et là, il y a quelques points. On va montrer s'il y a des préalables sur le plan économique et même sur le plan politique. Et alors, nous allons nous poser quand même une question. Quid du système d'approvisionnement en l'absence d'une raffinerie et comment en optimiser les coûts? Et enfin, il y aura une conclusion. Allons-y rapidement. D'ailleurs, nous allons passer ce slide pour définir le raffinage qui a été un processus initial de valorisation du pétrole brut. On va très rapidement, mon ami, passer. Dans le monde, on sait ce que représente le raffinage. C'est juste une industrie de transformation du pétrole brut en différents produits manufacturés que vous connaissez. Alors très rapidement, je vais dire juste un petit mot sur la SOCIR très brièvement. C'est une société qui existe depuis 1963 et donc elle a un peu plus de 60 ans aujourd'hui. Et je vous épargne de l'historique. C'est la Société congolaise des industries de raffinage. Elle a raffiné effectivement jusqu'en 1999. Pour l'instant, il est à l'arrêt. Allez-y rapidement, on n'a pas besoin de tout ceci, le temps étant très précieux. Vous aurez cela par rapport à l'organisation. Et la structure technique de la SOCIR et son procédé, je peux vous en épargner également. Nous avons des dessaleurs, topping, tout ça. Allons-y rapidement. Nous avons des unités pour notre flottille qui nous permet d'assurer le déchargement. Là aussi, on peut aller rapidement pour aller vite. Bah, là, c'est une image. Allons-y, mon ami. Allez-y, procédez de... Voilà. Vous pouvez vous arrêter un tout petit peu sur le slide, sur la production, que les amis voient un peu le graphique. Voilà.
depuis 68 qu'on a commencé à produire, vous verrez qu'on a atteint un maximum de traitement de 899 000 tonnes de pétrole brut traité et on a arrêté en 1999 avec 65 000 tonnes de pétrole brut traité. On y va. Alors, quelles sont les causes de cet arrêt prolongé? Parce que je sais que c'est la question qu'on allait se poser. Essentiellement, il y a 3 causes fondamentales. C'est qu'il y a eu un non-paiement par l'État des sommes dues à l'actionnaire privé qui avait préfinancé le brut. Il y avait interdiction d'utiliser de devises en RDC avec le gel de la parité monétaire. Et nous savons aussi qu'il y avait l'exigence de FMI qui ne voulait pas qu'on encourage les subventions. En RDC, nous avons 3 voies d'entrée de produits. Là aussi, je voudrais vous épargner des détails. Allons-y. On sait qu'il y a la voie ouest, la voie sud et la voie est. Alors, la nécessité d'une raffinerie en RDC. Nous savons qu'une raffinerie de pétrole représente un investissement important et de nombreux facteurs doivent être pris en compte avant d'en construire une. Ainsi, avant d'envisager la nécessité ou non d'une raffinerie en République du Congo, nous devons particulièrement répondre à certains investissements prioritaires pour améliorer le système d'approvisionnement. Notamment, il y a le projet de Sea Line qui permet de baisser le coût d'allègement de tankers à Banana pour abandonner le système actuel qui est caractérisé par la rupture de charge. Il y a la nécessité d'investir aussi dans le pipeline qui permettra d'assurer le transport entre Banana et Ango de ces produits-là. Et je vous ai dit que la question de savoir s'il faut raffiner ou avoir une raffinerie en exercice ou pas doit être étudiée sur 2 angles. Il y a l'angle, revenons, s'il vous plaît, revenez 4.2. Sur le plan économique, nous savons qu'aujourd'hui, compte tenu des grandes capacités de stockage qui sont développées dans le monde et des excédents de production par-ci, par-là, cela a entraîné qu'il y a des excédents de produits qui sont vendus à des villes de prix hors concurrence. Et la rentabilité d'une raffinerie, elle dépend beaucoup plus des marges de raffinage, excusez-moi pour la tautologie, c'est-à-dire la différence entre le coût d'achat du pétrole brut et le prix des produits raffinés. Ces marges, elles peuvent être faibles, voire volatiles, rendant la rentabilité incertaine sans conditions économiques optimales. Une raffinerie pourrait être rentable dans certaines conditions, mais cela nécessiterait un contrôle strict des coûts, une optimisation de l'efficacité opérationnelle et de partenariats privés pour garantir un équilibre financier durable. Mais pour une raffinerie qui puisse être vraiment économiquement rentable, nous devrions analyser et intégrer les options suivantes pour parler de notre pays. Nous devions d'abord moderniser et augmenter les capacités de traitement de la raffinerie existante. En second lieu, nous devons envisager le traitement optimal du pétrole brut congolais. Troisièmement, nous devons sécuriser les approvisionnements. Et enfin, nous allons devoir investir dans les infrastructures d'approvisionnement, là je parle de Sea Line, et dans les infrastructures de transport, là je fais allusion au pipeline. Sur le plan politique, une raffinerie nationale, vous le savez, c'est un symbole de souveraineté énergétique qui permet à l'État d'avoir le contrôle de l'approvisionnement en produits pétroliers. Une telle infrastructure permettrait à la RDC de réduire sa dépendance vis-à-vis des importations et d'assurer la sécurité d'approvisionnement, surtout dans un contexte de fluctuation des prix mondiaux et de risques géopolitiques. Dans cette option, l'investissement initial, les subventions, les décisions stratégiques vont dépendre fortement de l'intervention de l'État. Cette option souverainiste se heurte aux réalités économiques malheureusement. Sans marge de raffinage suffisante et face à une demande incertaine, la rentabilité d'une raffinerie de cette nature est souvent discutable et pas toujours facile à confirmer. Si tu peux revenir un peu en arrière, mon ami, j'allais répondre à une dernière question. Non, tu es en train d'avancer. Voilà, je voulais signaler que pour une sécurité
d'approvisionnement, les choix politiques, s'il est décidé vraiment de remettre sur pied le raffinage, il est utile de savoir qu'il devra être prévu de grosses subventions pour soutenir la production, nécessairement en termes de taxes et des impôts. Allons-y. Maintenant, la question est de savoir, comme maintenant, pendant que la raffinerie est à l'arrêt ou qu'elle n'existe pas, selon le cas, comment pouvons-nous optimiser le coût du système d'approvisionnement en produits pétroliers en RDC? Pour optimiser justement le coût d'importation de produits pétroliers, notamment pour réduire les différentiels de transport, il peut être envisagé, comme on l'a entendu déjà, des appels d'offres pour l'amélioration des infrastructures portuaires, pour réduire les frais logistiques qui sont suffisamment importants dans notre pays. Et là, c'est par le biais du Sea Line et de pipeline, et envisager aussi la mutualisation des volumes dans les différents terminaux. En deuxième lieu, il faudra améliorer les infrastructures de stockage pour gérer les importations de manière efficace et réduire les coûts liés au transport et à la distribution sur le territoire national. Enfin, il faudra rendre opérationnel, intégrer, interconnecter le réseau national de distribution dans les 3 zones d'approvisionnement du pays, de l'ouest au sud et voire à l'est, pour maintenir le même prix d'accès aux produits pétroliers sur toute l'étendue de la République. En guise de conclusion, nous avons quand même analysé notre région. Les raffineries de notre sous-région sont généralement très petites et non rentables. C'est le cas de pays voisins ou même du Cameroun et même du Gabon. Et ces raffineries survivent grâce aux subventions de l'État à cause de prix administrés à la pompe. Leur petite taille, généralement inférieure à 50 000 barils jour, ne leur permet pas d'être compétitives à cause de coûts de production, de coûts d'arrêt et de coûts de maintenance élevés. Et avec la mise en service de la plus grande raffinerie d'Afrique, comme nous le savons, et son programme d'exploitation des surplus vers la sous-région, la nécessité d'autres raffineries devient discutable. Voilà qui justifie l'engagement de la SOCIR dans le renforcement de ses capacités logistiques par les projets Sea Line entre la bouée et la raffinerie et le pipeline de Kinlao à Ango pour mieux servir le pays au moindre coût, et cela par sa grande capacité de stockage et de transport. Il appartient aux actionnaires de la SOCIR, parce que c'est une société mixte, aux actionnaires de définir l'orientation définitive, ce qui n'empêche pas à la SOCIR de rester le maillon fort de la chaîne d'approvisionnement des produits pétroliers en RDC, rôle que SOCIR continue à renforcer dans les prochaines années par la modernisation de ses infrastructures, par l'extension de ses capacités de stockage, y compris pour le GPL, le gaz de pétrole liquéfié, et aussi par la construction de nouveaux dépôts de stockage à l'intérieur du pays. Voilà, je dis, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Emmanuel Mbala, directeur des opérations de la SOCIR. On touche presque à la fin de cette première partie, mais comme on l'a eu à le rappeler hier par l'initiatrice de Makutano, Mme Nicole Solo, 10 ans de Makutano, c'est cette approche inclusive, participative. On va essayer de recueillir 1, 2, voire 3 questions que les uns et les autres, les participants à poser aux différentes interventions, aux différents intervenants. On veut prendre, je ne sais pas si j'ai un micro dans la salle. Voilà. Vous levez, vous vous présentez, vous désignez la personne à qui est adressée la question, s'il vous plaît. Il y a un problème avec le micro. Sinon, vous pouvez rapidement venir par ici, monsieur, s'il vous plaît. Venez, le temps qu'on...
Les intervenants ont chacun un micro devant, donc vous n'aurez pas besoin de vous déplacer. Vous pouvez venir par ici. Je réponds au nom de James Osako. Je suis le représentant RDC de la société Sahara Énergie Fournisseur, ingénieur en raffinage et pétrochimie de formation et ingénieur en environnement. Alors, ma question elle est un peu généralisée. Pour les exposer ici, on évoque le pétrole sur son usage énergétique et on met de côté son usage non énergétique. Et dans cet usage-là, il y a aussi des potentiels de développement. Et dans l'usage non énergétique du pétrole, nous avons la pétrochimie qui regorge plusieurs industries, automobiles, pharmaceutiques, vestimentaires. Je ne sais pas si la RDC prévoit développer, au-delà de l'usage énergétique du pétrole, l'usage non énergétique du pétrole. Et ma deuxième question s'adresse à M. Emmanuel Mala sur l'exposé, l'importance d'une raffinerie en RDC. J'ai dit pourquoi seulement une raffinerie, pourquoi pas 3 raffineries adaptées aux caractéristiques de nos différentes réserves pétrolières. Je parle du bassin côtier, là il y a la Saucire, pourquoi pas la Cuvette centrale et le Graben Albertine. Et aussi une 4e raffinerie pétrochimique et on peut développer une unité de MTG, méthanol to gasoline, avec le potentiel du lac Kivu et pourquoi pas une industrie pétrochimique au niveau du lac Kivu et ce serait là l'extension de la branche et ça fera de la RDC une structure indépendante énergétique parce que s'il faut maintenir la problématique de développer l'Ouest avec une raffinerie pour réduire les approvisionnements, qu'en est-il de l'Est, du Sud et du centre du pays? J'ai dit et je vous remercie. Merci. Vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a un problème avec le micro ou c'est arrangé. Monsieur, vous pouvez venir. Donc, des questions, de suggestions, on en prend quelques-unes et on laissera juste après la place aux intervenants de répondre et enfin on passera à l'étape suivante, s'il vous plaît. Makutano, Makutano, Makutano. Merci beaucoup. Je réponds au nom d'Ali Massoudi, représentant des étudiants de la faculté de pétrole, gaz et énergie renouvelable de l'université de Kinshasa. Ma question s'adresse primordialement au ministère des Hydrocarbures. Nous avons bien suivi l'expert Pilipili et le ministre concernant l'amont pétrolier. Mais nous voudrions bien savoir, y a-t-il un fonds mis pour des recherches, par exemple dans des universités où on regroupe les étudiants sur des recherches concernant la recherche pétrolière dans notre pays? Merci. Merci beaucoup. Une autre question. Monsieur Ofo, ce sera la dernière et on laissera la place aux intervenants pour répondre aux questions. No, Makutano, 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 Toyelelo Makutano. Moi, c'est Okanabine Benjamin, étudiant à l'IPG, Université du pétrole et du gaz. Ma question est la suivante. Elle est adressée principalement au ministre des hydrocarbures ou du reste mieux au ministère. J'aimerais savoir, y a-t-il un budget programme dans les secteurs des hydrocarbures? J'aimerais savoir s'il y a un budget programme qui est prévu, quelle est la politique prévue dans les secteurs des hydrocarbures. Assez souvent, on les voit après que le ministre du titre ait quitté, l'autre vient avec ses décisions. J'aimerais savoir s'il y a un programme bien élaboré pour les secteurs des hydrocarbures dans notre pays. Mais également, j'aimerais savoir quelle est la politique du ministère des hydrocarbures face au changement climatique.
J'aimerais que les ministères puissent nous préciser quelle est la politique et aussi j'aimerais savoir s'il y a déjà à combien l'État congolais a prévu financer les secteurs des hydrocarbures ou du reste mais les secteurs des énergies renouvelables. Merci beaucoup, madame. Merci, on passe aux réponses. Monsieur Bilibili, rapidement. Merci madame. Par rapport à la question de savoir si on parlait plus de pétrole comme étant une source d'énergie et qu'on oubliait les autres aspects de pétrole, c'est-à-dire en ce qui concerne la pétrochimie, nous pensons ici déjà que il y a un minimum de 2500 produits qui viennent du pétrole. Donc la phase énergétique n'est que une des activités. Les restes, tout ce que vous avez dans la salle, regardez autour de vous, tout est en pétrole, en réalité. Donc si on nous parle déjà si on nous parle du pic du pétrole, donc il faut complètement oublier, ça c'est clair. Il n'y aura pas de pic. On va l'utiliser jusqu'à la fin, puisque vous n'oubliez pas qu'on nous a enseigné que l'énergie a commencé avec le soleil, puis avec le bois, puis avec le charbon, puis avec l'uranium, puis avec le gaz, et maintenant l'énergie nouvelle, c'est-à-dire avec le soleil encore. Donc on fait le cercle vicieux. Nous ne pouvons pas. La RDC pense énormément à développer son industrie pétrochimique, c'est clair. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a déjà mise en œuvre en ce moment de petits projets de production de plastique en RDC. Et il y a beaucoup de petites industries qui produisent du plastique. Mais aussi, il y a le fait qu'on peut utiliser également le sous-produit pétrolier dans d'autres activités, des infrastructures. Par exemple, aujourd'hui, on utilise on recycle le plastique dans les infrastructures. On peut recycler le plastique autrement également. Et nous pensons que ce sont des projets qui sont là, qui peuvent être développés de commun accord entre l'État et les particuliers. Mais surtout, ce sont les particuliers qui sont intéressés à utiliser le pétrole dans ces autres aspects qui ne sont pas des aspects nécessairement énergétiques. Je vous remercie. Merci, monsieur Emmanuel. Ok, merci. Je veux juste répondre à la question de monsieur l'ingénieur James, qui a voulu savoir pourquoi on a beaucoup plus insisté sur une raffinerie à l'ouest, sans voir les autres zones de production. Je crois que la réflexion, elle est tout à fait générale. Peut-être qu'on a voulu la contextualiser dans la zone où il y a déjà la production du pétrole brut, donc la zone côtière, donc à l'ouest. Mais vous conviendrez avec moi, James, qu'il ne peut pas être possible d'envisager déjà la construction d'une raffinerie dans une zone où la production n'est pas encore effective. Ce serait mettre la charrue avant les bœufs, mais au moins nous retenons ici et pour l'auguste assemblée que lorsque le pétrole va être produit dans d'autres zones, il est tout à fait recommandé de pouvoir rapprocher la raffinerie de la zone de production de la matière première. C'est plus rationnel et comme nous étions en train de parler de la rationalité économique, donc il va être possible dès que les autres zones pétrolières de la RDC vont commencer la phase de production, que l'on envisage justement d'y implanter des usines, sinon des industries de raffinage, afin de pouvoir justement économiser suffisamment sur le coût d'approvisionnement en matières premières, ce qui sera déjà un bon pas vers la rationalité économique. Donc il pourra y avoir de raffineries au nord, au sud, non, je crois à l'est, et même dans la zone du Kivu avec le gaz méthane qui peut être valorisé en plusieurs autres choses. Et j'allais ajouter un élément, madame, c'est que avec une raffinerie de pétrole, si elle est suffisamment intégrée et complexe, il va être possible d'aller plus loin et de produire même en dehors de la pétrochimie à laquelle notre ami a fait allusion. On va aller jusqu'à produire le bitume qui n'est pas utilisé de manière énergétique, mais qui est un grand intrant
dans la construction de nos routes, car nous sommes sans ignorer que dans ce pays, un des problèmes auxquels nous faisons face, c'est celui de l'état de nos routes. Et donc, le raffinage peut, en dehors de l'aspect énergétique, être aussi une source de matériaux, ou plutôt d'un liant très indispensable pour la construction de nos routes. Je dis merci. Merci. Je crois que d'autres questions ont été adressées au ministre des Hydrocarbures. Il aura peut-être à répondre à cela lors du VIP Talk avec M. Ziad Liman. Mais là, on doit terminer avec cette première partie et inviter l'honorable Georges Bokoundou. Est-ce qu'il est là pour entamer le panel 1? Est-ce que le député national Georges Bokoundou 1, on doit aborder avec lui les pistes pour sortir de la politique de subvention des prix des produits pétroliers. J'aimerais qu'on me fasse signe. Est-ce que l'honorable est là? Voilà, l'honorable va prendre le relais et nous rappelons qu'il n'y aura pas de pause. Si vous avez besoin d'un petit café, vous pouvez faire un tour, mais essayez de revenir dans la salle pour qu'on essaye de gagner du temps. Merci beaucoup. En tout cas, tous les intervenants, M. Emmanuel, Dr Omar, on peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci à vous et honorable à vous. Merci, madame. Je m'appelle l'honorable